Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute de notre grand rendez-vous. Je suis très heureux ce soir d'être entouré de nombreuses personnes, entouré de notre ami Nicolas pour le plus de l'actu qui est avec nous. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, écoute, je vais développer un thème que j'ai déjà abordé ici. Je pense que c'est utile dans la période de répéter un petit peu, c'est le syndrome Jurassic Park. Notre ami historien en face de moi, de quoi parles-tu ce soir, Antoine Duvignal ? Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler de Monsieur, frère du roi, frère de Louis XIV, qui cachait si peu ses penchants qu'il en perdit plusieurs fois l'équilibre. Une femme parmi nous, Valérie Beau, j'écris ton nom. Bonsoir. Alors ce soir, je vous emmène au musée, ou presque. C'est les pionnières artistes dans le Paris des années folles, et puis une surprise à la fin. Surprise tout à l'heure, merci d'être là. Valérie, Étienne, mon frère femme, l'actu, c'est avec toi. Exactement, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutez par-delà les ondes. Le tour d'horizon de la LGBT Actu du jour sera très international. Le monde va mal, Brahim, et ça se voit tous les jours. Ouais. Il va très très mal. Merci d'être là également. Étienne et un super duo ce soir avec nous, les réalisateurs Nathan et Amy qui sont avec nous. On aimerait entendre votre charmante voix. Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va très très bien. Écoute, on a une super émission ce soir. Ouais, voilà, on essaye de faire comme on peut, quoi. C'est pour ça. Mais bon, on est là. Le duo est présent. C'est même le duo symbolique de cette émission puisque c'est ce qui nous a permis de commencer tous les deux. Et voilà, on est très reconnaissant par rapport à toi. Donc, merci beaucoup, Brahim, encore une fois. Amy, comment ça va ? Ça va très bien, et toi, Brahim ? Ça va, je te remercie. Il paraît que tu danses super bien le breakdance. Oui, mais je me suis fait une entorse là. Ah, d'accord. On Donc fera une spéciale un jour avec toi. Tout à fait. Merci d'être là et de rester avec nous. Merci. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Après Your Sound, tu reçois un invité de marque. Notre invité de ce soir fait écho à la chronique habituelle sur les séries TV, puisque nous recevons Sullivan Lepostec, créateur et scénariste de la série Les Engagés. On l'avait reçu donc il y a un grand nombre d'années, quelques petites années. Sullivan nous avait déjà fait le plaisir d'être avec nous. C'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui. Grâce à toi, David, il est avec nous ce soir. Et oui, Brahim, ce soir, je reviens avec une nouvelle rubrique interview queer and pop. Et donc, merci Sullivan d'avoir répondu à mon invitation ce soir. Je suis très content. Sullivan, tu es on va dire showrunner. Je ne sais pas comment tu t'identifieras, tu pourras nous le dire plus clairement. Directeur de collection, scénariste de la série Les Engagés. Alors, Les Engagés, ça dit peut-être quelque chose aux chroniqueurs autour de cette table ce soir. C'est une série qui a été diffusée en mai 2017 sur YouTube. Dans la première saison, on suit le parcours d'Hicham. On apprend à le connaître au travers de 10 épisodes qui composent la saison 1, avec sa relation torturée avec Thibaut, au travers de son rapport à sa sœur Nadjet et de son jeune investissement au sein du centre LGBT+ de Lyon. La saison 2 élargit les horizons narratifs en abordant, entre autres, la question des réfugiés LGBT et de la transidentité. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, Les Engagés est revenu cette année pour une ultime saison de 3 épisodes en abordant des sujets tristement d'actualité comme l'omniprésence de la Russie et de sa chape de plomb sur le monde politique actuel. Ce qui interpelle, c'est la différence de format entre les différentes saisons. La première saison comptait 10 épisodes de 10 minutes, tout comme la deuxième. Et cette dernière saison compte seulement 3 épisodes, mais beaucoup plus longs, puisqu'ils durent chacun un peu plus de 45 minutes, avec cette fois-ci une diffusion sur la plateforme de France Télévisions, France TV/. Alors Sullivan, quand j'ai vu la saison 3, je me suis dit, au moment de l'aborder, je me suis dit comment on fait pour conclure autant d'intrigues en moins de 3 heures, parce que la saison 2 avait laissé énormément d'intrigues en suspens. On fait comme on peut. Surtout qu'en plus on en introduit plein de nouvelles.
C'était un vrai travail en fait. Je tiens un peu à l'aspect choral de la série en fait. Pour moi, ça c'est apporté par la Reine en fait. C'est un centre LGBT plus la Reine, et un centre LGBT par définition c'est un endroit qui rassemble plein d'endroits de personnes qui qui ont des histoires différentes, et c'est ces différentes histoires et ces différentes rencontres et ce qu'elles produisent que j'ai envie de raconter. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'investir pas mal d'histoires et de raconter pas mal de trajectoires. Donc j'ai toujours eu assez peu de temps pour le faire dans cette série. Le format court, ça m'a entraîné à faire les choses assez vite, et j'essaye de faire au mieux pour pouvoir proposer le maximum de choses dans le temps que j'ai. Est-ce que tu peux définir à nos auditeurs ce que tu appelles justement l'arène ? L'arène dans le jargon de la série, c'est l'espace dans lequel se passe la série. Ça peut être un hôpital, un commissariat, et donc nous, c'est un centre LGBT. Dans toujours cette saison 3, les enjeux humanistes autour des questions LGBT deviennent encore plus politiques. Le héros se retrouve confronté à un groupe d'agents russes peu recommandables, pour dire ça poliment. Comment as-tu effectué ton travail de recherche et qu'est-ce qui a nourri les thématiques assez dures, pour être honnête, de cette saison ? En fait, on avait un petit peu commencé à traiter de ça dans la saison 2, c'est-à-dire qu'on avait déjà abordé cette question de ce qui se passait en Tchétchénie, et par le fait que le personnage de Thibaut s'y intéressait et essayait d'alerter sur ce qui s'y passait, sachant que, donc, pour ceux qui seraient éventuellement pas au courant, mais le président Kadyrov de la République de Tchétchénie, qui est une république de la Fédération de Russie, a mené une politique de répression, c'est-à-dire vraiment d'appel à la dénonciation des homosexuels, de camps d'enfermement, d'élimination et de meurtres assez systématiques. Donc pas mal d'entre eux sont enfuis du pays. Et du coup, j'avais envie de continuer un petit peu à développer ça et de l'incarner, ce qu'on a fait cette saison à travers le personnage d'Anzor, qui est donc un réfugié tchétchène qui est arrivé en France, qui est accompagné par l'association. Et globalement, c'est vrai que les 2 premières saisons en format court en fait, ont été produites pour Studio 4, qui est une ancienne plateforme de France Télévisions, qui était justement dont l'esprit était qui proposait les épisodes sur YouTube, et cette plateforme-là s'est arrêtée. Elle a été plus ou moins remplacée par France TV Slash, et on espérait qu'on pouvoir continuer la série sur cette nouvelle plateforme, ce qui a été le cas, mais on savait aussi que Slash était moins intéressé par le format court, donc on a travaillé dans ce sens-là, et on savait du coup qu'on allait changer de diffuseur entre guillemets ou de plateforme, qu'on allait changer de format pour aller vers quelque chose de plus long, que donc potentiellement et on allait toucher un nouveau public, et donc on avait envie de proposer quelque chose qui soit aussi accessible à quelqu'un qui n'a jamais vu Les Engagés qu'à quelqu'un qui a vu les 2 premières saisons. Donc à la fois on reprend le fil des histoires et à la fois on essaye de fabriquer un nouveau point de départ. Et on s'est dit, le principe sur lequel on s'est basé, c'était de se dire, on a créé des personnages qui sont très réalistes dans les 2 premières saisons, qui étaient très incarnés, très sur le terrain comme ça. Et qu'est-ce qui se passerait s'il leur arrivait brusquement une aventure vraiment exceptionnelle, s'ils se retrouvaient mêlés à une histoire qui les dépasse. Et on s'est décidé de s'amuser un petit peu avec ça pour fabriquer cette espèce de petit thriller politique avec lequel on s'est un peu amusé. Il y a des arcs narratifs que tu as totalement éliminés, où tu t'es dit là il n'y a pas la place, tu as commencé à faire des esquisses, tu t'es dit non là finalement... Il reste des traces d'un petit peu tout. Alors bon, il faut savoir qu'en fait, il y a le développement de cette saison, qui est sous-titré Xaok, qui veut dire chaos en russe, a été assez long et compliqué. Et en fait, je suis passé par une première étape, qui est que j'ai d'abord écrit la saison en 10 fois 20 minutes. Et puis ça n'a pas été possible de produire le 10 fois 20 parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et donc du coup, j'ai perdu presque 1 heure de fiction, même plus qu'1 heure de fiction, en passant du 10 fois 20 au 3 fois 45. Donc là, il y a déjà eu des choses dont il reste un peu des traces dans la saison, mais qui auraient été plus développées. Et j'ai essayé d'un petit peu tout tenir. Je voulais pas effectivement complètement abandonner les trucs qui avaient été laissés en suspens à la fin de la saison 2. Certaines sont abordées un petit peu en creux. Je pense notamment à la relation entre Thibaut et le mec qu'il avait rencontré dans la saison 2, qui était assez violent. Et ça, il y a eu des versions où le personnage apparaissait, par exemple, où je le traitais plus. Et pour le coup, j'avais vraiment pas la place. C'était compliqué. Et donc voilà, j'ai trouvé des fois des solutions un peu comme ça pour essayer de continuer de prolonger les histoires avec le temps que j'avais. Et Sullivan, pour la première fois cette saison, si je ne me trompe pas, tu es passé derrière la caméra. Tu as mis tes textes en images. C'est quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur ? C'est quelque chose dont je me suis découvert l'envie en faisant la série, en fait.
la particularité de cette série, c'est que j'ai eu la chance en fait d'être sur le plateau tout le temps, sur les 2 premières saisons, même quand je réalisais pas. J'ai travaillé avec des réalisateurs super, Jules Ténier et Maxime Potra pour la première saison et Slimane Baptiste Beroun sur la deuxième, et avec qui j'ai eu la chance de super bien collaborer. Ça s'est vraiment bien passé, et ça m'a donné envie, en fait. J'ai compris comment fonctionnait un plateau. Je me suis dit que j'avais envie d'aller au bout de cette histoire. J'ai noué une vraie relation avec l'équipe de tournage à Lyon, avec les comédiens. Et du coup, j'avais envie de prolonger ça. Donc, j'avais un peu exprimé ça une première fois à la fin de la première saison. Et quand on a fait la deuxième, c'était vraiment dans l'idée que j'étais d'autant plus attentif que je réaliserais au moins une partie de la troisième, ce qui a été le cas avec un co-réalisateur qui est William Samara, qui a travaillé sur une partie de cette saison. Et il y a eu des défis, des choses qui t'ont surprise, ou ces choses sont passées plutôt... En plus, je sais que vous avez tourné en pleine crise sanitaire, donc c'est quand même en plus un défi supplémentaire. Oui. Est-ce que tu as senti que c'était plus compliqué que les saisons passées? Alors on était un petit peu, enfin on était aussi plus ambitieux en termes. Ça reste raisonnable, mais il y a des petites séquences d'action, il y a des choses, donc il y a des choses qui n'étaient pas forcément simples à mettre en scène. Donc on avait un tout petit peu plus de temps pour tourner, même si en fait ça s'équilibre beaucoup, parce que du coup quand on doit faire une cascade on y passe la journée, et du coup quand les scènes de dialogue on doit les tourner quand même très vite. Ça a été un tournage qui a été, maintenant c'est un très bon souvenir, ça a été un tournage qui était très très compliqué. On a à peu près tous les problèmes qui peuvent arriver sur un tournage, on les a eus. Donc le Covid en a fait partie. En fait on a commencé à tourner en octobre 2020, donc juste au moment où on est rentré de nouveau en couvre-feu, et puis après en confinement, quand pour la partie à Bruxelles on était en confinement total. Ce qui fait que en fait on a notamment perdu beaucoup de décors pour cette raison, pour d'autres, mais 80% des décors qu'on avait validés à la fin de la prépa, en fait, on les a pas eu en tournage. Donc ça veut dire qu'en fait, on tournait toute la journée, puis après, on devait partir repérer pour trouver un nouveau décor pendant 3 jours. Donc ça a été un peu rock'n'roll ce tournage. Non, bah écoute, bravo, félicitations, parce qu'effectivement le résultat est quand même à la hauteur. Parce que j'ai vu d'autres séries tournées sous Covid, donc des séries américaines très ambitieuses, et des fois on sentait un épuisement, que c'était pas forcément évident, et pour le coup pour les engager, je trouve que ça se voit pas. C'est une très belle fin de série. Justement, d'ailleurs, en parlant de fin, dans les bonus du DVD, on découvre une scène coupée, une version alternative en ce qui concerne la fin, la conclusion d'Hicham. Une fin plus optimiste que celle gardée dans le montage final qui concerne sa relation avec sa maman. Est-ce que ce choix final a été difficile à faire au moment de l'écriture et du montage final? C'était une vraie réflexion. Ce qui nous a un peu drivé, c'est que la scène qu'on a tournée, où finalement il recroise sa mère, marchait pas vraiment. Ça arrive comme ça. Enfin voilà, en fait, on l'a très peu vu, ce personnage. C'est aussi ces problèmes de temps-là. Du coup, quand elle arrive à la fin, on la reconnaissait pas forcément, et on mettait très longtemps à comprendre qui c'était. On se posait des questions, donc c'était pas très clair. Et donc ça a un peu nourri cette réflexion de qu'est-ce qu'on en faisait. Après, du coup, c'est vrai que cet arc-là, il est en plus très lié à des choses qui peuvent être assez personnelles par rapport à ma propre histoire familiale. Et finalement, quand cette solution arrivait là au montage, je me suis dit que ça me ressemblait presque plus, en fait. Et que Hicham, il avait fait ce qu'il fallait faire, il avait fait la paix, et il avait fait la démarche, et il était prêt. Mais que toutes les histoires se finissent pas toujours bien, il y a une forme de... La fiction a tendance un peu à sacraliser le lien familial, ce qui peut des fois m'agacer. C'est pas toujours forcément une bonne chose. Il faut des fois aussi savoir rompre. Donc finalement, je trouvais que finir comme ça me ressemblait pas mal. Et d'ailleurs, quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment en politique entre l'Ukraine et la Russie, à quel point toi ça t'a nourri, surtout comment toi tu t'es... Est-ce que c'est totalement de la fiction tout ce qui se passe avec les trolls sur Internet, ou est-ce que c'est des choses où tu t'es vraiment documenté, où tu t'es dit ah oui effectivement ça existe, parce que c'est quand même quand on arrive à la fin sans trop en révéler de l'épisode 3, on fait oh là là, effectivement sacré retournement et sacrée révélation, et on se demande tiens, à quel point c'est véridique dans notre vie de tous les jours. La seule chose que j'ai inventé, c'est le nom de Xaok. Tout le reste est strictement vrai, en fait. C'est vraiment issu de la documentation que j'ai faite. Je suis arrivé par là, par cette histoire du réfugié tchétchène, et par le fait qu'on avait envie que la saison elle démarre par quelque chose d'un peu fort. Donc en l'occurrence, ça je vais pouvoir le révéler parce que ça se passe dans les premières minutes, mais Anzor est victime d'une agression. Et le problème pour moi en tant que scénariste quand j'écrivais, c'était qu'à partir du moment où l'agression arrive dans les 5 premières minutes, il va falloir monter en puissance et qu'est-ce qu'on déboule après. Et c'est vrai que du coup ça a été vachement informé par plein de lectures que j'ai pu faire à l'époque. Beaucoup de l'écriture s'est passée un peu dans
pendant toutes ces années, l'année après que Trump a été élu, on a commencé à comprendre le rôle que Facebook et les Russes avaient joué dans le Brexit. Et effectivement, c'est là que je suis tombé, cet oligarque russe, dont on commence à entendre parler aujourd'hui, parce que c'est lui qui est à la fois le propriétaire de Wagner, l'agence de mercenaires, et l'Internet. Alors, j'ai inventé un nom de fiction et je ne sais plus c'est quoi le vrai nom et le nom que j'ai inventé, mais l'Internet Research Agency, quelque chose comme ça, qui est basé à Saint-Pétersbourg, qui est une usine de trolls, littéralement, et qui, en fait, après la première étape de pur trolling, qui était de dégoûter en fait les Russes de la démocratie en polluant le maximum les réseaux sociaux et les sites de commentaires des sites d'infos, se sont rendu compte qu'ils pouvaient se servir de ça pour faire de la désinformation à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, quand on entend parler de ces histoires de fake news, etc., souvent on pense à des choses à Trump, à Clinton, etc. Et ce que j'avais envie d'essayer de raconter, c'est qu'en fait, ces campagnes de désinformation sont souvent très localisées. Elles se basent sur des affaires très précises, sur des localités très précises, parce que c'est ça que permettent les outils de ciblage des réseaux sociaux. Et avec ce but-là, vraiment raisonné, de semer le chaos et de fracturer nos sociétés de l'intérieur en partant par la base, en fait. Et en 5 minutes après avoir arrêté le dernier épisode, je suis arrivé sur Twitter, j'ai fait mon rapport à Twitter n'était plus le même. Est-ce qu'on pourrait espérer, maintenant que c'est terminé, est-ce que tu as des idées de séries dérivées, spin-off comme les Américains, ou une suite où tu veux passer tout à fait à d'autres projets? J'étais content de conclure cette aventure. Moi, j'ai passé 5 ans à faire ces 3 saisons. Après, j'adore ces personnages. Moi, j'aurais pu en faire 25 des saisons, donc c'est pas. À un moment donné, il faut aussi que le monde m'arrête, moi. Et puis, j'ai envie c'est un plaisir aussi. Enfin, j'ai envie de raconter d'autres choses et j'espère pouvoir le faire. Après, voilà, est-ce qu'un jour, dans 10 ans, ces personnages qui continuent d'habiter en moi reviendront et ils auront envie de raconter autre chose? Je sais pas, ça arrivera peut-être. Je peux pas le dire. Et si j'en ai envie, est-ce que je trouverai des diffuseurs et des financeurs pour le faire? C'est une autre question encore. À la fin de ma rubrique que je faisais donc sur les séries LGBT, je terminais toujours par un conseil série soit très actuelle, soit des choses plus anciennes. Est-ce que pour nos auditrices ou nos auditeurs, tu as justement une série actuelle que tu regardes, que tu aimerais bien conseiller, éventuellement évidemment LGBT friendly, ou est-ce que tu as une référence absolue dans tes modèles des séries que tu regardes en boucle J'en ai pas mal, comme plein de gens de ma génération. J'ai été hyper marqué par le Queer as Folk original anglais de Russell T Davies. La première saison qui est vraiment un chef-d'œuvre dans l'écriture des personnages. Et, on a une écriture assez différente, mais ça reste une grosse inspiration. Et dans les dernières années, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est Pause, que j'ai découvert en revenant du tournage de la saison 2 et en me disant que quand même ils avaient vraiment beaucoup d'avance en termes de représentation. Et c'est-à-dire que nous, faire une série comme ça, dont les personnages principaux sont tous des femmes noires et trans, on en est encore assez loin. Écoute, merci beaucoup Sullivan. Et est-ce que tu peux donc rappeler où est-ce que les gens peuvent découvrir ou redécouvrir Les Engagés, que ce soit la saison 3 ou les 2 premières saisons? Donc la série est disponible sur France TV /, qui est sur la plateforme France.tv. Donc c'est disponible en ligne, c'est disponible sur le replay des box aussi, c'est la même base. On est aussi disponible en DVD si vous voulez avoir l'objet chez vous. Alors, vu que tu passes au micro, si tu avais des choses à nous dire, tu as des projets? Si tu devais nous dire quelques petits trucs comme ça pour... Alors, c'est encore un peu tôt pour parler des choses. Je travaille sur les prochains projets, mais je peux pas encore dire ce que c'est. Donc on verra. J'espère revenir. Il y aura des choses potentiellement qui permettraient que je revienne ici. Donc j'espère que ce sera le cas. Des choses qui sont en rapport avec les séries? Ouais, je suis vraiment... c'est mon domaine, c'est ce que moi je préfère, la série. Merci, on te propose de rester avec nous avec plaisir. Bout, merci David. Merci à toi Brahim, merci beaucoup Sullivan. Merci à vous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous passons tout de suite à notre ami Étienne Bompé-Femme, LGBTQI+, l'actu. Et on démarre par les États-Unis. Oui, nous avons parlé ces dernières semaines des projets de loi aux États-Unis qui font beaucoup de bruit, notamment envers les personnes transgenres ou plus globalement les gays en Floride avec la loi Don't Say Gay. La chaîne NBC News a calculé le nombre de projets de loi LGBT-phobes aux États-Unis depuis le début de l'année et le chiffre fait froid dans le dos. Pas moins de 238 projets ont été déposés depuis le 1er janvier 2022, soit plus de 3 par jour. C'est encore plus que le record établi en 2021 à 191. Avec 65% des projets les concernant, les personnes transgenres sont la principale cible de ces offensives anti-LGBTQI+. La liste, précise le média américain, comprend des mesures qui restreindraient les questions LGBTQI+, dans les programmes scolaires, autoriseraient les exemptions religieuses à discriminer les personnes LGBTQI+, et limiteraient la capacité des personnes transgenres à faire du sport, à utiliser des toilettes qui correspondent à leur identité de genre et à recevoir des soins de santé affirmant leur genre. Cette explosion
de loi anti-LGBTQI+, intervient alors qu'un jeune Américain sur 5 se déclare LGBTQI+, et qu'une récente étude menée par le Public Relations Research Institute montre que 79% des Américains soutiennent des lois qui protègent les personnes LGBTQI+, de la discrimination dans l'emploi et le logement. Heureusement, des voix se font encore entendre, comme les nombreux discours que nous avons pu entendre il y a 8 jours aux Oscars, avec notamment les interventions d'Ariana Bose, première femme racisée ouvertement queer à remporter un Oscar, de Jessica Chastain, sacrée meilleure actrice, et de l'humoriste Wanda Sykes, qui co-présentait la cérémonie et a clôturé le discours d'ouverture par un « Pour vous, les habitants de Floride, nous allons avoir une soirée gay, 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 gay », en référence au Don't Say Gay. Elliot Page était quant à lui présent à la cérémonie. À côté de ses anciens collègues de Juno, il a également fait parler de lui la semaine dernière avec les premières images de la saison 3 d'Umbrella Academy, qui révèle que son personnage phare fera son coming out trans dans la nouvelle saison qui sortira sur Netflix en juin 2022. Bienvenue Victor dans la famille. On passe donc après un long voyage aux États-Unis, au Royaume-Uni. Oui, Londres, qui avait en octobre annoncé vouloir créer une infraction pénale pour lutter contre les thérapies de conversion, est revenu en arrière. Le 31 mars, le gouvernement a annoncé avoir décidé d'étudier finalement des mesures non législatives pour lutter contre ces pratiques. Il justifie cette décision par un besoin de rationaliser son programme législatif au vu des circonstances sans précédent et des pressions majeures sur le coût de la vie et la crise en Ukraine. Vous avez raison, Boris Johnson, ne dégradez pas davantage votre image auprès de vos électeurs en venant en aide aux LGBTQI+, en détresse. Que se passe-t-il chez nous en France ? Pas grand-chose, petit week-end ce week-end, hormis peut-être les élections. Je ne rentrerai pas dans le détail de chaque candidat. Committed a passé au crible les programmes de chacun pour recenser les droits LGBTQI+, de chacun, qui sont globalement peu présents. Je vous renvoie donc vers l'article complet pour vous faire vous-même votre propre avis sur chaque candidat en fonction de vos centres de préoccupation. Le week-end du 25 mars, c'était né le SIDAction qui a permis de récolter 4 millions d'euros de promesses de dons. Juste avant, l'association révélait un sondage en partenariat avec l'IFOP montrant que les jeunes connaissent de moins en moins le VIH. Un jeune sur 3 estime être mal informé sur l'épidémie quand c'était 1 sur 10 il y a 10 ans. Parmi les jeunes sondés, un quart assure n'avoir jamais eu de moment d'information au VIH en classe. Résultat, des idées reçues hallucinantes. Seul un jeune sur 2 sait qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement ne peut désormais plus transmettre le virus. Un sondé sur 4 pense que le virus responsable du sida se transmet en embrassant une personne séropositive. 18% qu'on peut être contaminé en s'asseyant sur un siège de toilette publique et même 9% en mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive. De nombreux jeunes, 27%, pensent qu'il existe un médicament pour guérir du virus et 1 sur 5 qu'un vaccin est déjà disponible. Du coup, triste mais pas étonnant, 80% des 15-24 ans n'ont jamais fait de dépistage de VIH. Et lorsqu'ils ont eu un rapport sexuel à risque, la moitié des jeunes ne savent pas qu'il existe un traitement d'urgence, TPE, à prendre après un rapport non protégé pour se prémunir d'une infection au VIH. On ne le répétera pas assez, éduquer, éduquer, éduquer. Que se passe-t-il en Pologne ? En Pologne, un arrêt a révoqué une zone sans LGBT à Nibelek. La justice condamne une atteinte aux droits de l'homme. Le motif invoqué, il n'y a pas d'idéologie LGBT, tout comme il n'y a pas d'idéologie hétérosexuelle. Selon le tribunal, la résolution dépasse le cadre des tâches et des compétences de la commune. Dénonçant l'utilisation du terme idéologie LGBT, l'arrêt remarque que la résolution utilise des termes ambigus, alors que la résolution doit être sans ambiguïté dans son contenu. Au-delà de la forme, l'arrêt dénonce une ingérence discriminatoire à plusieurs niveaux, le respect et la dignité de la personne, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le droit à l'éducation et aux parents d'élever leurs enfants selon leurs croyances, des droits fondamentaux protégés par la Constitution polonaise. Ce n'est pas une première, 7 autres résolutions ont été annulées dans plusieurs villes de Pologne. À chaque fois, les tribunaux administratifs ont reconnu que ces déclarations portaient atteinte aux droits de l'homme et aux libertés, comme quoi la justice portera toujours nos espoirs dans notre démocratie. Et pour finir, nous allons parler de la Belgique. Oui, de la musique. De musique, mais il n'est pas belge. Mais on peut parler Belgique si tu veux. Mais en l'espèce, nous parlerons musique. Jeudi dernier, 31 mars, c'était la journée internationale de visibilité de transgenre. Le lendemain, Yanis, artiste musical transgenre non-binaire, a révélé un nouvel EP, Solo. Et je laisse Nathan vous en parler plus longuement. Effectivement, comme Étienne l'a souligné, je vais vous présenter une artiste appelée Yanis.
Elle a sorti vendredi dernier un nouvel EP appelé Solo, qui montre bien le renouveau qu'elle connaît en tant qu'artiste. Si ce nom ne vous dit rien, c'est parce qu'elle était connue sous un autre pseudo qui faisait danser les foules à la fin des années 2000, début des années 2010, sous le nom de Slimmy. Oui, c'est bien Yanis, ou plutôt Slimmy, qui est à l'origine des titres comme Magic Game, Hate Your Face, ou encore Wake Up, et comment ne pas citer sa reprise de Womanizer de Britney Spears, sous laquelle elle s'est fait repérer. Mais derrière ce pseudo se cache une histoire, ou plutôt un futur divorce avec le label sous lequel elle avait signé, la Warner. Un gros label, donc pas beaucoup de place pour s'exprimer pleinement. Comme elle le souligne si bien lors de son interview avec Tétu, elle était déjà identifiée comme gay, et elle explique que le label la voulait moins efféminée, alors qu'elle n'a seulement que 18 ans. Mais quand vous cherchez la gloire, vous devez vous plier à certaines règles, et les artistes n'ont souvent aucun poids dans la balance. Alors, elle décide de rompre son contrat avec le label pour se concentrer à nouveau sur son style et sa musique, en signant chez le label Mauvais Genre, nouveau label qu'elle va fonder. Elle fait son comeback en 2015 sous le nom de Yanis avec un nouveau single Hypnotized qui connaît un très grand succès, mais surtout un clip musical très particulier. Je vous invite à aller le regarder. Elle sort l'année suivante son premier EP, L'Heure Bleue, contenant entre autres Hypnotized, mais aussi The Run. Alors comment décrire Yanis ? Une artiste transgenre et non-binaire serait juste une description de genre sexuel, mais pas musical. Son genre, c'est la musique électropop et la garage house, un genre très populaire au Royaume-Uni. Un style de musique qu'elle va varier dans son dernier EP, sorti vendredi dernier. Solo est plus intime et montre un côté plus sensuel, notamment avec Grace. J'étais perdu ici avant de te retrouver. Ils étaient tous là à me dévisager. T'avais peur de moi, peur de me voir libre. Où es-tu ma mère? J'ai besoin que tu respires. Mais dénonce également la haine LGBT dans sa chanson Solo. Personne ne changera qui je suis, qui j'aimerais. Personne ne me changera, ni mon père, ni toute cette peine. Personne ne changera si dans vos yeux je vois cette haine contre celui qui ose faire de sa liberté sa mère. L'EP est disponible sur toutes les plateformes et c'est vraiment une très belle surprise artistique. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Merci, vous venez d'écouter Nathan sur France Musique. Non, Homo Micro, non. Voilà, Nathan. Non, superbe chronique en fait. Oui, non, bravo Nathan. Ouais, bravo Nathan. Très jolie chronique et merci aussi merci à Étienne. Étienne moi, et des réactions autour de cette table. Tu voulais dire quelque chose, oui, juste Antoine? Oui, juste une remarque en fait. Je trouvais très intéressant là, ce qui se passe en Pologne maintenant, parce que souviens-toi, Brahim, j'avais déjà fait une chronique sur l'idéologie, la soi-disant idéologie LGBT en Pologne. Et de voir ce qui se passe maintenant, je trouve que c'est un peu rassurant quand même pas mal rassurant.
Et sachant que surtout le gouvernement polonais avait dans l'idée, enfin là ça va être assez compliqué, mais avait dans l'idée de mettre une cloche sur la justice, c'est-à-dire comme il le fait pour les médias, comme il essaye de le faire pour les médias, de le faire aussi sur la justice. Donc apparemment ça marche pas. Donc c'est une assez bonne nouvelle quand même. Voilà. Valérie ? Eh bien, merci pour ta chronique. Et moi, je suis assez effrayée de ce qui se passe aux États-Unis. De loin, on se dit, oh là là, c'est le pays des libertés. Bon, on se dit peut-être qu'avec le nouveau président, il y aura moins de haine. Mais finalement, il y a vraiment une vague de fond assez inquiétante. Tu voulais réagir peut-être, Étienne ? Non, je suis complètement d'accord. Non. Sullivan, on va le faire parler. Parce que je lui ai fait assis, il me dit non, mais si, tu as quand même des choses à dire, je suis sûr. On va te faire parler. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, mais tout ce que tu viens d'entendre, enfin, je décroche le micro pour toi en plus. Non, oui. Enfin, effectivement, je suis frappé par ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, en fait, on a beaucoup parlé ici pendant la campagne de ces trucs de cancel culture, alors qu'en fait, c'est là que ça se passe. Enfin, il y a une vraie campagne coordonnée de la droite américaine pour mettre en place une véritable censure dans les bibliothèques, notamment toutes les bibliothèques scolaires, de tous les livres qui pourraient faire intervenir un personnage LGBT. Cette cancel culture-là, elle existe depuis 40 ans, elle est financée, elle a des vrais réseaux et elle produit des résultats sur le terrain qui sont complètement autre chose que les débats absurdes qu'on peut avoir ici sur les trucs woke. Enfin voilà. David ? Moi, je voudrais m'adresser aux jeunes après ce qu'a dit raconte Étienne sur la question du VIH. Je trouve ça quand même un petit peu inquiétant. Donc, renseignez-vous sur le VIH et faites-vous dépister. C'est important pour arrêter ce virus. Et ensuite, au niveau de la politique, si les jeunes ne savent pas pour qui voter dimanche prochain, et c'est important de voter, il y a une super application que j'ai chargée qui s'appelle Élise, et c'est pas mal fait du tout. C'est une espèce de Tinder pour trouver son candidat idéal, et c'est plutôt bien fait, et c'est gratuit, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Ça m'a permis moi-même de faire un peu le point sur ce que je pouvais faire dimanche. Pour finir, Antoine ? Oui, encore une remarque sur ce qui se passe aux États-Unis avec ce que tu viens de dire, et un retour encore sur l'Europe de l'Est avec la Hongrie cette fois. Et où Orban, au mois de juin, avait fait passer cette fameuse loi aussi sur l'interdiction de toute référence à l'homosexualité sur les livres scolaires et autres destinés aux jeunes. Et de voir ce qui se passe aux États-Unis, alors que, enfin, ça interpelle quand même, parce que voilà. Je trouve que le rapprochement est à faire avec la Hongrie pour certains États américains. C'est bien triste. Voilà. Merci tout. à tous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous passons à Valérie Beau. J'écris ton nom, qui va nous parler d'une pionnière artiste dans le Paris des années folles. Et même, je vais mettre un pluriel, ce sont les pionnières. Ouais. Au Musée du Luxembourg, une exposition qui est présentée jusqu'au 10 juillet. Donc j'ai eu le plaisir de la découvrir. Et première réaction, une exposition qui enfin ne nous invisibilise pas dans des grandes institutions avec des cartels fumeux ou mensongers. Merci pour cette exposition. Elle nous apprend sur notre culture de femmes lesbiennes, bi, trans, et elle ouvre au-delà du genre les horizons possibles. Trop longtemps marginalisées et discriminées, tant dans leur formation que dans leur accès aux galeries, aux collectionneurs et aux musées, les artistes femmes de la première moitié du XXe siècle ont pourtant occupé un rôle primordial dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité sans pour autant être reconnues de leur vivant en tant que telles. Après un siècle, on redécouvre ce moment exceptionnel de l'histoire des artistes femmes. Il était temps. Les années 20 sont une période de bouillonnement et d'effervescence culturelle, d'où sera tirée l'expression « les années folles ». Leur exploration plastique et conceptuelle témoigne d'audace et de courage face aux conventions établies cantonnant les femmes à certains métiers et stéréotypes. Alors l'exposition s'adresse donc particulièrement sur les artistes femmes à Paris dans les années folles. Alors pourquoi Paris ? C'est la ville des académies privées où les femmes sont bienvenues. La ville a des librairies d'avant-garde, des cafés, des artistes qui croisent les poètes et romanciers dont les livres sont traduits, dans des librairies uniques au monde, où le cinéma expérimental s'invente. Tous ces lieux sont tenus ou remplis par des femmes. Elles sont dans toutes les avant-gardes et toutes les formes d'abstraction. Alors l'exposition se déroule, on avance. Il n'y a pas que des personnes LGBT évidemment. La littérature lesbienne est exposée, des rappels historiques sont proposés
Et j'aurais bien voulu voir ces expositions il y a une dizaine, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. On se forme une culture. C'est la période des deux amis. Une salle est dédiée à Tamara de l'Impica, qui fait de l'amour au féminin un sujet de création. C'est l'expression d'un regard de désir d'une femme pour une femme. La chanteuse Suzy Solidor, icône lesbienne, célèbre pour ses interprétations de chansons lesbiennes, et modèle et amante de la peintre. La possibilité de réaliser une transition ou d'être entre les deux genres, les artistes dans les années 20 ont donné forme à cette révolution d'identité. Une salle entière est consacrée à ce sujet, nommé le troisième genre. J'avais évoqué avec vous Claude Cahun. On peut lire une citation. Masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre, et c'est le seul genre qui me convient toujours. C'était en 1930. Il est aussi question de Nathalie Clifford-Barnet et de toute la vie culturelle lesbienne au 20 rue Jacob, où elle a organisé lectures, concerts et reconstitutions historiques. On découvre le travail de Romaine Brooks, que je ne connaissais pas, et présenté un très beau tableau, Amazon des lettres, représentant Nathalie. On découvre le goût et le raffinement des lesbiennes, des bijoux signés René Lalique, offerts à Nathalie Clifford-Barnet pour son amante Liliane Pougy. L'exposition se termine par une toile de Juliette Roche, un déjeuner sur l'herbe, relecture de Manet et de la danse de Matisse. C'est ici un déjeuner multiethnique. Les danseurs androgynes effacent toute différence entre les sexes avec l'espoir de vivre ensemble et en paix. Alors la surprise du jour, pour conclure, c'est une pionnière d'aujourd'hui dont je veux vous parler. C'est Hadar Bozbey qui a ouvert à Istanbul un magnifique lieu queer, le Bigouti Club, et qui est actuellement à Paris et nous présentera demain au Brady à 19h30 un film réalisé sur l'écrivaine Asli Erdogan, Incomplète sentence. Merci Valérie. Tu voulais réagir Non, c'est simplement le Solidor qui était une icône des années 20, mais je me souviens plus, tu l'as dit, mais je me souviens plus avec qui elle était en couple pendant 11 ans. Là, Avec Tamara de l'Impica. Ah non, alors c'est pas celle-là, c'est l'avant. Ah, je connais pas sa vie par cœur. Je ferai une chronique sur Suzy. C'est l'avant, elle est restée 11 ans, qui était une aristo, je sais plus, le nom me revient plus. C'est une aristo. Oui, bah oui, c'est important parce qu'elle l'a lancé justement. Elle l'a complètement lancé dans la bonne société, dirait-on. Et voilà. Et puis Liane de Pougy et Nathalie Barnet, c'est le temple à l'amitié qui est au 20 rue Jacob, que personne ne peut voir d'ailleurs, mais enfin, qui est toujours là, et qui s'appelle le temple à l'amitié, non pas le temple de l'amitié. Voilà, enfin, bon, beaucoup de choses à dire. Et ça m'a donné 2 pistes. Je vous réserve bien d'autres chroniques parce que l'exposition est tellement fouillée que, en fait, je voulais résumer pour vous donner envie, je l'espère, d'aller la découvrir. Et là, on va laisser la parole à Nathan, parce qu'il y a un morceau musical qui... Oui. Alors justement, comme tu l'as dit Valérie, il y a du coup la fameuse personne que tu as évoquée à la fin de ta chronique, qui est du coup Suzy Solidor, et forcément derrière j'ai voulu passer la musique qui correspond à sa chronique, qui s'appelle du coup Obsession de Suzy Solidor. Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux. J'emprisonne dans mes voeux les inconnus. Sous leurs jupons empesés, mes rêves inapaisés glissent de sournois baisers vers leur peau nue. Je déshabille leurs seins, mes caresses par les seins s'ébattent sur les coussins de leur poitrine. Je me vautre sur leur flanc, ivre du parfum troublant qui monte des ventres blancs vers mes narines. Douce, je promène ma main aux rondeurs du marbre humain et j'y cherche le chemin
dans mes lèvres. Ma langue en fouille les plis et sur les torses polis, buvant les divins oublis, j'endors mes fièvres. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous en arrivons à notre ami Antoine. Alors Antoine Duvignal, il paraît que le frère de Louis XIV affichait nettement son homosexualité. Ah oui, très nettement, et c'est même le moins qu'on puisse dire. À une époque où la sodomie conduisait au bûcher, c'était audacieux. Il faut dire qu'à cette époque, l'homosexualité était à deux vitesses. Celle des petites gens qui pouvaient mener à la mort, et celle des puissants, pour qui c'était un chemin de rose. Saint-Simon, mais oui, mais il faut bien distraire. Saint-Simon écrit dans ses mémoires: le goût de monsieur n'était pas celui des femmes, mais le goût d'Henri III. Il ne s'en cachait même pas. Il faut dire que dès sa naissance, il est bien encouragé dans cette voie par sa mère, Anne d'Autriche. Elle l'habille en fille et l'appelle ma fille jusqu'à l'adolescence. Ce n'est sans doute pas la cause unique de son homosexualité, mais ça l'a sans doute bien confirmé dans cette voie. Et cette éducation de fille a laissé d'assez jolies traces. Toute sa vie, monsieur fut très coquet. Il adorait la toilette, le maquillage et les bijoux. En réalité, si sa mère l'élève en fille, c'est qu'elle suit les conseils de Mazarin. Monsieur ne doit pas être un rival pour son frère aîné, Louis XIV, et prétendre au trône, comme d'autres cadets l'ont fait avant lui. En faire un garçon efféminé et faible, en tout cas supposé faible, doit lui rendre la tâche plus difficile si jamais il en a l'intention. Alors monsieur est donc resté toute sa vie dans les salons, les soies et les broderies en fait. Et détrompez-vous. Si monsieur est très précieux et à certains égards très féminin, il sait aussi monter un cheval. C'est un remarquable combattant qui se couvre de gloire sur les champs de bataille. Sa bravoure est reconnue de tous ses soldats. D'ailleurs, ceux-ci disent finement: il craint plus le hâle du soleil que de recevoir un boulet. Allusion à la version des, avec un apostrophe, à la version des aristocrates, surtout les femmes, pour le bronzage, qui faisait très paysanne au champ. Lorsqu'il était légèrement hâlé, monsieur se maquillait de blanc comme les femmes le faisaient. Quoi qu'il en soit, tendant le coup au cliché qui veut que les homos soient des poltrons, le prince efféminé, chargé à la tête de ses troupes, l'épée au poing, sous la mitraille. Alors, tel que tu le décris, Antoine, comment penser qu'il ait pu se marier Oui, bien sûr, c'est surprenant. Mais pourtant, il a été marié, et même 2 fois. Il faut peut-être qu'il aimait ça, je ne sais pas. Il faut tout de suite ajouter que ce n'est certainement pas par élan vers les femmes, mais évidemment par devoir, le rang et les obligations qui en découlent. Voilà le mal. Le malheureux est contraint par son frère de roi d'épouser à 21 ans Henriette d'Angleterre. Mais même s'il arrive à lui faire 4 enfants, c'est déjà pas mal. Le ménage est plus que bancal. Henriette ne supporte pas les favoris de monsieur, particulièrement l'omniprésent chevalier de Lorraine, dont Saint-Simon nous dit, je cite, qu'il était beau à merveille. Monsieur en était très épris. Ce fut son grand amour. Un temps, il en fut séparé, car le chevalier connut la disgrâce. À la demande pressante d'Henriette, le roi exila le trop séduisant chevalier, amant officiel de son frère, au vu et au sus de tous. Séchons nos larmes, puisque l'exil fut de courte durée. La dite Henriette meurt subitement. Alors, on ne sait pas si c'est de chagrin. Elle a 26 ans quand même, elle meurt assez jeune. Hein. On ne sait pas si c'est de chagrin ou si elle a été empoisonnée. Des rumeurs courent à la cour qu'elle a été empoisonnée. Bien entendu, nous ne le saurons jamais. Mais tout ça laisse la voie libre à monsieur pour supplier le roi de rappeler le chevalier. Madame de Sévigné rapporte la scène dans l'une de ses lettres. Le roi aurait dit à son frère:
Il reviendra, je vous le redonne, et je veux que vous m'ayez toute votre vie cette obligation, et que vous l'aimiez pour l'amour de moi. Moi. Oui. On aura compris le message, souvenez-vous que vous devez toujours m'être redevable. Voilà pour la première noce. Qu'en est-il de la seconde? Alors, la seconde fut la princesse Palatine. Alors, princesse Palatine, personne beaucoup plus pittoresque que la première, et surtout qui nous a laissé une importante correspondance donnant des renseignements savoureux sur l'homosexualité de son mari. Elle nous dit par exemple que pour parvenir à alors là, il faut vraiment bien ouvrir les oreilles, hein, que pour parvenir à l'honorer, monsieur devait consolider sa virilité défaillante avec un chapelet de reliques. Voilà, une sorte d'ancêtre du coq-ring, en somme. Notre volumineuse allemande, parce qu'elle faisait bon poids, hein, avait pourtant toute raison de se satisfaire de cet accessoire. Elle lui reproche ce procédé peu catholique, mais enfin, elle en a bien profité. Alors, elle lui dit « Je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener sur son image les parties destinées à ôter la virginité. » Alors, c'est un français un peu compliqué, mais enfin, on comprend à peu près de ce dont il s'agit. Cela dit, monsieur fut tout à fait à la hauteur de la situation, peut-être grâce à son chapelet, sait-on jamais, et fit 3 enfants à la princesse. Et le dernier fut un garçon, Philippe, qui deviendra régent à la mort de Louis XIV. Alors, seulement voilà, une fois ses obligations dynastiques accomplies, monsieur n'eut qu'une hâte, quitter le lit conjugal, et pour de bon. Il ne voit plus sa femme que pour les réceptions officielles, passe tout son temps avec ses favoris, et la Palatine, malheureuse, ne cessera de se plaindre auprès du roi de tous ses favoris qui tournent autour de son mari. Elle écrit, parce qu'elle a laissé une volumineuse correspondance, heureusement, la Palatine, hein, c'est bien pour ça qu'on a tous ces éléments. Et elle écrit donc « Sa Majesté me maltraite et réserve ses bontés pour les jeunes gens qui l'apprécient. » En réalité, ces jeunes gens sont des informateurs missionnés par le roi pour obtenir des rapports sur les intrigues de son frère et aussi pour influencer monsieur dans le sens de sa politique. Voilà, c'est pas mal hein, la feinte. Hein. On n'est jamais trop prudent. Mais enfin, en gros, c'était des espions, quoi, les petits minous qui tournaient autour de monsieur. Alors, ce monsieur, donc, délaisse alors complètement sa femme. La malheureuse finit tant bien que mal à s'accommoder de cette situation. La seule chose qui ne passe vraiment pas, si on ose dire, c'est que monsieur se serve de l'argenterie de sa dot pour gâter ses nouveaux mignons. Bah, elle rouspète, hein, et elle écrit « Monsieur fait fondre et vend toute l'argenterie venue du Palatinat pour distribuer l'argent à ses mignons. Oh, comme il en a chaque jour de nouveaux, pour faire des cadeaux, il vend ou met en gage tous ses bijoux. » Voilà, ainsi fut monsieur, personnage haut en couleur dans tous les sens du terme. Il aimait beaucoup les étoffes chatoyantes, hein, et que certains n'hésiteraient pas à qualifier aujourd'hui de grande folle. Il s'éteint subitement à 61 ans. Le premier soin de la Palatine sera de brûler toutes ses lettres enflammées et échangées avec ses nombreux amants. Allez, disons-le légèrement, avec le frère très gai de Louis XIV, la cour versaillaise fut quelque temps une petite Sodome. Merci Antoine. Dis-nous Nicolas, Louis XIV. Il était évident que ça allait tomber sur moi. Louis XIV, c'est ton gendarme. Oui, tout à fait, oui. Oui, frisé, un peu, oui, non, mais tout à fait, voilà, avec le pied gauche en avant. Ouais. Toujours, Sullivan, un commentaire avec tout ce que tu viens d'entendre? Non, je me disais à quel point l'histoire de France est riche de personnages LGBT qui serait super intéressant d'aborder. Oui, en série. N'est-ce pas? Et tu savais tout ça? Ce personnage-là, je ne le connaissais pas, non. J'en connaissais d'autres. Je t'aiderai. Valérie? L'histoire de France ainsi, c'est passionnant. Dommage que les lettres aient été brûlées. Ah oui, ça, oui, elle a été prudente, la Palatine. Alors, juste une petite dernière pour la route, si vous voulez, c'est Saint-Simon. Et alors, Saint-Simon écrit à propos de monsieur. Monsieur était un petit homme ventru. Bon, c'est pas terrible, hein. Monté sur des échasses, dont ses souliers étaient hauts. Toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout.
Voilà. Il était comme ça, monsieur. Bon, ben voilà, une grande madame, quoi, en gros. Voilà. Ben, nous assurons, il y a Nicolas que nous allons maintenant écouter pour sa chronique le plus de l'actu. Alors Nicolas, tu as presque leur âge, on parle de dinosaures avec toi. Exactement. John Hammond est formel. Tout a été prévu pour l'accueil du public. Le niveau de sécurité est à son paroxysme. Rien n'échappe à la myriade de caméras qui cerclent le parc, ni humains ni bêtes. Des milliers de kilomètres de clôtures électrifiées tiendront à bonne distance les monstres dont l'instinct de chasseur n'a pas été altéré malgré 65 millions d'années de disparition. La redondance des systèmes est telle que rien d'envisageable ne pourrait remettre en cause la sécurité des milliers de touristes qui se presseront bientôt pour admirer ce qui restera pour des siècles une des plus grandes innovations scientifiques du XXe. Il aura fallu presque 20 ans d'études souvent infructueuses pour donner vie au rêve du magnat du parc d'attractions dont le leitmotiv ne tenait qu'à une surenchère de peur, sur commande et sur catalogue. La peur fait vendre, plus on fait peur, plus on impressionne, plus on vend. Ce félin d'Afrique, haut comme une chèvre, peut déchiqueter un éléphant. Il ne ferait qu'une bouchée d'un humain. Ce serpent australien injecte un venin si rapide que vous mourrez avant même de ressentir la douleur de la piqûre. Enfin, ce paisible herbivore aquatique est un tueur d'humains. Comment déclencher plus de crainte en confrontant le public à des bêtes de plus en plus dangereuses? Si limite il y a, elle devient un obstacle à franchir et non pas un rappel forcé de l'humilité face à l'émergence d'une force qui pourrait être incontrôlable. Même une espèce disparue peut revenir si elle est rentable. Et quoi de plus rentable qu'un parc à dinosaures? Dans la catégorie bestiole effrayante, il se pose en maître des lieux. Même l'herbivore le plus passif représente une source de danger immédiat. J'imagine que Monsieur Frère du Roi était un bel herbivore passif. Pas besoin de sentir l'odeur du sang pour cerner celle du danger. Les carnivores représentent alors l'apocalypse. L'être humain est tellement obsédé par sa puissance qu'il ne voit aucun mal à se confronter à sa propre fin. Sauf que dans cette cour, une place est plus enviable et elle est déjà prise, celle des ressuscités, ces êtres écaillés, lointains parents des pigeons parisiens qui ont déjà vécu leur extinction et que nous avons ramenés à la vie. Trouverons-nous, nous, des individus pour nous ramener à la vie lorsque tout aura disparu sous un monde nouveau pendant plusieurs millions d'années? Alors évidemment, l'histoire est sans suspense. Malgré toutes les contraintes envisagées, les dinos ne tiennent pas en cage. Les trois doigts potelés et crochus du Tyrannosaurus Rex accrochant la clôture électrifiée, démontrant par là sa défaillance, et le prémisse des drames qui vont se produire à chaque fois qu'un humain un peu plus fou que ses prédécesseurs aura cru que cette fois-ci, il pourrait maîtriser la bête et maximiser ses profits. 5 opus, et bientôt 6, du parc à dinos, qui se soldent tous de la même manière. Loin de se dire qu'il va falloir se calmer, l'humain capitaliste ne se lance que dans une fuite en avant. Mais alors, quel est ce syndrome Jurassic Park? Il y a quelques années, lorsque je me suis amusé à formaliser cette petite expérience de la pensée, nous étions à peu près dans la même situation qu'aujourd'hui, avec une extrême droite que l'on disait déjà aux portes du pouvoir. 2017 s'annonçait comme étant la deuxième fois en seulement 15 ans que nous nous apprêtions à opérer un vote de barrage. Cela vous laisse peut-être un goût d'indifférence, mais me concernant, c'est un vrai traumatisme. Une démocratie qui ne se joue que sur le rejet pour la survie augure d'heures sombres dont l'issue tragique ne fait guère de doute. Ainsi, lorsque s'est imposée une nouvelle fois la nécessité d'une union républicaine pour contrer la menace fasciste, je me suis demandé si, contrairement à la première fois, la leçon serait retenue. Certes, voter contre le fascisme, mais après. Le nouveau Roitelet comprendra-t-il le sens de l'alerte ? De 82% en 2002, il ne reste plus que 66% de votants pour le camp républicain en 2017. Assurément, le barrage républicain a moins mobilisé. N'y a-t-il pas là matière à s'inquiéter résolument de cette situation ? La deuxième fois, en 15 ans, la progression, difficile à mesurer précisément en raison de l'abstention, mais notable. Mais voilà qu'une fois les élections législatives, la sérénade a recommencé de plus belle. En désignant Le Pen comme adversaire, la plupart des forces politiques l'ont rendu digne d'intérêt à nouveau. Les fadaises et imprécisions, quand il ne s'agissait pas de mensonges, sont toujours déclamées avec verve, mais la vacuité du programme et de l'action devrait reléguer au second plan la candidate. Depuis presque 3 ans, des sondages opportunistes, échafaudes, des scénarios de second tour, tous entre Macron et Le Pen, nous promettant de la même façon le même jeu mortifère que la dernière fois, avec un score du vote fasciste en hausse. Entre-temps, les élections européennes ont vu l'effondrement de la droite dite républicaine, qui s'est pourtant dotée d'un candidat Manif pour tous, élu versaillais, bref, un CV de nabab, quand il s'agit de capter le vote raciste et homophobe. Il serait injuste de ne faire ici que le procès de Macron.
toute la classe politique, à l'exception peut-être de la frange ultra-révolutionnaire de la gauche, n'a eu de cesse ces 20 dernières années d'organiser l'acceptabilité de l'extrême droite. En 2012, Mélenchon, par exemple, est venu concurrencer Le Pen à Hénin-Beaumont. Il s'est pris une tôle magistrale. Il a recommencé avec Zemmour, les mêmes sérénades, vendant à ses soutiens le spectacle qu'ils attendaient et à la bête dans sa tanière l'occasion de s'approcher de la clôture et d'en cerner les faiblesses. La droite n'est pas en reste, du vocable à la geste, les appels du pied sont nombreux. La droite veut aussi s'enrichir sur la bête. Voilà que les dresseurs jettent chacun à manger à la bête qui se délecte des abandons successifs, les dévorant de bon cœur à l'intérieur de la prison encore close. Venez voir, pressez-vous donc. La bête la plus terrible que la terre ait portée a été ressuscitée des ombres. Ne ratez pas cette représentation exceptionnelle. Venez admirer cette femelle bipèle à la denture carnassière et son compagnon à grandes oreilles bien plus petits mais tout aussi teigneux. Venez les admirer, ne craignez rien. Les vitres de cet enclos sont faites d'un verre incassable et électrifié. Mais gare à vous, si vous ne récompensez pas les gardiens qui les mettent à l'abri de vous. La prison n'est pas infaillible, rien n'est infaillible, encore moins les humains qui croient naïvement qu'une cage ne peut pas rompre. Le public ne le perçoit pas encore, mais plusieurs brèches sont apparues. Il ne s'agit que de petits éclats rapportés à ce qui reste d'épaisseur de verre. Ils demeurent infimes et pourtant, ce dont on vantait l'inviolabilité est indéniablement fragile. La digue érigée à la hâte en 2002 tiendra peut-être encore une fois, mais c'est aujourd'hui une certitude. Prétendant avoir tiré les leçons du passé, la classe politique agitera de nouveau la peur fédératrice pour tenter de se tailler un second tour face à l'extrême droite. Gage de victoire, du moins le pense-t-il. Et pour combien de temps encore ? Et le plus de l'actu, Nicolas ? Il est assez glaçant de voir avec quelle détermination nous sommes fascinés par ce qui, sans aucun doute, nous détruira. L'ennemi est identifié, ses moyens d'action sont connus, les risques encourus également. Mais voilà, nous sommes addicts à la peur dans cette société où tout ronronne, où nos vies sont tracées dès la naissance. Nous fantasmons ce moment où, confrontés à la fin, nous saurons nous montrer héroïques, en oubliant copieusement que nous sommes le ventre mou d'un ventre mou, abreuvés aux achats compulsifs et autres addictions en surabondance, qui font que l'extrême droite est désormais un produit comme un autre, avec son marketing, ses vendeurs, ses acheteurs. Peu importe les ruines, c'est bon sur le moment, on verra bien après. Au-delà de la défaite de Jospin en 2002, la démonstration de l'efficacité du Front républicain a donné des idées vicieuses aux candidats futurs, voyant dans ce duel final la garantie de la victoire, sans péril et sans gloire, certes, mais la victoire tout de même. Il ne reste plus que la culpabilisation des électeurs par ceux-là même qui les ont mis au pied du mur. Votez pour moi, sinon c'est la blonde. Dans cet aéropage délabré, il n'y a rien à sauver. Ne cédez pas aux injonctions de ceux qui vous enferment. À l'esprit libre, rejoignez l'irrévérence qui commande aux idéalistes de rêver d'un avenir meilleur malgré les tourments du présent. Votez selon votre conscience. C'est la seule démocratie qui vaille. Et celle-ci sera tellement forte qu'elle résistera seule aux troubles si d'aventure il devait obscurcir notre horizon. Merci Nicolas. Je ne vais pas faire un tour de table pour vous demander pour qui vous allez voter, parce qu'on est pris par le temps, mais c'était une passionnante chronique. Merci Nico. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan, on finit par un morceau musical. Oui, et parmi ces morceaux musicaux, on a eu la chance de représenter un artiste et même d'accueillir un artiste il y a à peu près 2-3 semaines de cela, qui s'appelait Yordson et qui a sorti vendredi dernier aussi son EP. Et donc voilà, on est là pour faire aujourd'hui la promo avec ce magnifique morceau qui vient de sortir, qui est inclus aussi dans l'EP. Allez l'écouter, c'est sur toutes les plateformes. Et il s'appelle Défier l'acide. Que j'esquisse une douleur, ta jugulaire a résisté à toi de me faire craquer. Si le son sur le sol était l'écho de nos torpeurs, me souviendrai-je un jour de toi si je me réveillais pas? Un gros, un supplicié, prince des cieux, désavoué, j'ai tourné le feu, bravé les dieux. J'éveille l'animal, ce désir létal. Mais quand là-haut tourne enfin, je ne crains plus leur venin. Je suis éternel, je serai la pierre plongée dans l'abîme ta foi. Défier l'acide.
peau, comme un désir impuissant, névralgique. Si la tendresse gardait la mémoire de mes os, retrouverai-je un jour ma place avant que le temps ne m'efface? Sauvez-moi du siècle, donnez-moi le ciel. De génie ou de folie, un sourire en souffrir, une fin de totale, du bien qui fait mal, m'arracher aux cieux, tenter les dieux. Un héros, un supplicié, prince des cieux, désavoué, j'ai donné le feu, bravé les dieux, j'ai veillé l'animal, ce désir létal. Mais quand l'heure retourne enfin, je ne crains plus leur venin. Je suis éternel, je serai la pierre plongée dans l'abîme d'avoir défié la cime. Un héros, un supplicié, prince des cieux, désavoué, j'ai donné le feu, bravé les dieux, j'ai veillé l'animal, ce désir létal. Mais quand la retourne enfin, je ne crains plus leur venin. Je suis éternel, je serai la pierre plongée dans l'abîme d'avoir défié la Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.